Salut, aujourd'hui j'avais envie de te parler de ce livre-là, donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc Robert Kiyosaki est un entrepreneur américain, donc il a fait fortune surtout dans l'immobilier sur l'île de Hawaï. Alors Robert Kiyosaki explique dans son livre qu'il avait un père riche et un père pauvre quand il était petit. Donc son père pauvre c'était son père biologique, alors que son père riche c'était le père de son meilleur ami Mike. Alors son père pauvre a fait des longues études, avait eu plusieurs doctorats, alors que son père riche n'avait quasiment jamais étudié et il a été entrepreneur autodidacte. Son père pauvre, quand il est mort, il avait des dettes, il était ruiné, alors que son père riche était un entrepreneur à succès, il a pu léguer plusieurs millions à sa famille. L'idée ici de Robert Kiyosaki, c'est de faire un parallèle entre les gens qui ont suivi la voie du salariat avec les gens qui ont suivi plutôt la voie de l'entrepreneuriat. Dans son livre, Robert Kiyosaki nous donne plusieurs leçons. La première leçon qu'il explique, c'est de faire la différence entre un actif et un passif. Alors, pour faire simple, un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui crée une dépense. Donc, par exemple, si tu t'achètes une voiture et tu vas juste l'utiliser pour ton plaisir, ce sera un passif. Tu devras payer de l'essence, tu devras peut-être rembourser le crédit que tu avais fait pour la payer. Alors que si cette même voiture, tu l'utilises par exemple pour gagner de l'argent, par exemple tu fais du transport de personnes avec, ou tu l'utilises pour une raison ou qui va te rapporter de l'argent, alors à ce moment-là, c'est un actif. Par exemple, la même chose avec un appartement. Si tu t'achètes ta résidence principale, ce sera un passif parce qu'il va te coûter de l'argent chaque mois. Alors que si cet appartement, tu le loues et tu génères de l'argent avec, alors à ce moment-là, cet appartement sera un actif. Il explique aussi, par exemple, que les riches vont plutôt se concentrer à posséder le maximum d'actifs, alors que les pauvres vont plutôt vouloir posséder le maximum de passifs. Par exemple, un pauvre va s'acheter le dernier iPhone, alors qu'un riche va plutôt investir dans Apple. Alors la deuxième leçon qu'il explique, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. Lorsqu'on est salarié ou même qu'on est indépendant, on échange notre temps contre de l'argent. Alors que justement, les riches, ils vont plutôt trouver des systèmes qu'ils vont mettre en place pour que l'argent travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'ils aient besoin d'échanger leur temps pour gagner cet argent. Ça peut être par exemple investir en bourse. Quand on touche les dividendes, on n'a pas besoin d'être physiquement là, donc on va les recevoir automatiquement sur notre compte. Ça, par exemple, lorsqu'on crée une boutique e-commerce, par exemple, lorsqu'on fait des ventes, on peut être en train de dormir ou en train d'être en vacances et on va quand même faire des ventes. Ça peut être dans l'immobilier, lorsque tu loues un appartement à quelqu'un, lorsque la personne te paiera ton loyer, puis tu seras en train de faire autre chose, tu ne seras pas forcément physiquement auprès de ton locataire. La leçon à retenir ici, c'est que au lieu de dépenser notre argent à acheter des passifs, il faudrait peut-être se concentrer à acheter des actifs qui nous permettra justement que l'argent travaille pour nous et non plus nous pour gagner de l'argent. La leçon qu'il explique, c'est de comprendre les impôts pour ne pas en payer. Alors, tu sais comme moi, je pense que ceux qui payent le plus d'impôts, ce sont les salariés et les travailleurs. Pourquoi? De un, parce que déjà, on est les plus représentatifs. Et deuxièmement aussi, parce qu'on peut déduire le moins de frais possible. Alors que justement, si on crée une société, tu peux déduire pas mal de frais, comme des frais de voyage, des frais de repas, des frais de logement, etc. Aussi, pourquoi l'État encourage cela? Parce que lorsque tu as une société, tu es susceptible de créer de l'emploi, donc c'est mieux pour la société. Aussi, par exemple, si tu investis dans l'immobilier, tu es plus susceptible de créer des logements, donc ils vont t'encourager et c'est pour ça que tu peux déduire pas mal de choses. La quatrième leçon que Robert Kiyosaki explique, c'est que les riches avons de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que c'est pas que les riches, ils ont une planche à billets à la maison et puis ils la sortent le soir et puis ils impriment des billets. Non. Simplement, c'est que il veut dire par là, c'est que les riches ont toujours des idées. Par exemple, s'ils voient une opportunité, ils vont peut-être trouver un moyen de gagner de l'argent avec. Contrairement à un salarié, par exemple, il a tellement l'habitude d'entre guillemets de recevoir son salaire qu'il n'aura pas ce réflexe de se dire ok, comment je peux générer de l'argent. Un salarié va finir sa journée à 17h, 18h et lorsqu'il va rentrer à la maison, il va manger, il va se commander un truc sur Uber Eats et puis il va regarder Netflix. Alors que par exemple quelqu'un de riche va trouver sans cesse des moyens de générer de l'argent et de créer des actifs. Alors, je te donne un exemple tout bête. Par exemple, si tu es une personne pauvre, va se dire, ok, ben, j'aimerais investir dans l'immobilier, j'ai absolument pas d'argent, bon, bah, tant pis, je peux rien faire. Alors qu'une personne riche va se dire peut-être, bah, tiens, j'ai un système. Par exemple, si tu n'as pas d'argent pour investir dans l'immobilier, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, par exemple, regarder quelqu'un qui possède un propriétaire qui possède un appartement. Tu vas lui dire, écoute, est-ce que tu serais d'accord de me louer
pour que je fasse de la sous-location. Alors il dit oui, il dit non. Bien sûr, il faut lui demander d'abord. Mais par exemple, s'il dit oui, ok, donc par exemple, tu vas prendre un appartement, tu vas lui louer 600 € par mois. Toi, tu vas dire, ok, moi je fais de la location courte durée, donc typiquement Airbnb par exemple, et tu vas générer comme ça, en louant plusieurs fois dans le mois, tu vas gérer peut-être 1000 €. Concrètement, tu vas redonner 600 € au propriétaire et tu vas garder 400 € pour toi. Donc là, on voit que à partir de rien du tout, j'ai généré 400 €. Une autre idée, par exemple, c'est de dire, ok, je voudrais acheter un appartement aussi pour le louer. Alors par exemple, tu vas aller voir ton banquier, donc tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de fonds propres, on va dire, mais tu vas simplement investir, tu vas demander au banquier de pouvoir investir, donc il va peut-être te prêter 100 000 €. Grâce à ces 100 000 €, tu vas acheter un appartement que tu vas mettre en location et puis grâce au loyer que tu vas percevoir, ça va te rembourser ton appartement auprès du banquier. Voilà. Donc c'est tout des réflexes au fait simplement que les riches ont et malheureusement que les gens pauvres n'ont pas encore. Voilà, tout simplement. La 5e règle qu'il explique, c'est de travailler pour apprendre et ne pas travailler pour l'argent. Alors ici, l'idée, c'est de dire que, en fin de compte, les compétences et les connaissances que tu vas apprendre avec un travail vaut bien plus que le salaire que tu vas en avoir. Alors, je te donne un exemple concret. Par exemple, ici en Suisse, il y a beaucoup de jeunes qui font un apprentissage. Alors, ils pourraient très bien, quand ils finissent l'école à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils pourraient très bien se dire, en fin de compte, j'ai pas envie d'aller passer 3 à 4 ans à apprendre un métier, je préfère aller directement travailler et comme ça, je gagne beaucoup plus. Alors, pourquoi ces jeunes font le choix de dire, ok, mais je vais être payé pendant une misère pendant 3 ans, 4 ans, alors que je pourrais très bien gagner énormément d'argent en allant travailler directement dans une société? Tout simplement pour apprendre un métier. Par exemple, quelqu'un qui va faire un apprentissage de mécanicien qui dure, je crois, 4 ans, va, bien sûr, pendant 4 ans, va quasiment rien gagner. Mais par contre, il va apprendre des connaissances, il va savoir tout ce qu'il faut savoir pour devenir un mécanicien. Et après 4 ans, lorsqu'il aura reçu son diplôme, son CFC, comme on dit en Suisse, il pourra, par exemple, être soit indépendant, créer son propre garage. Et à ce moment-là, il gagnera peut-être 10 fois, voire 15 fois plus que s'il n'avait pas fait d'apprentissage. La 6e leçon qu'il explique, c'est les gens qui évitent l'échec évitent aussi le succès. Ça veut dire quoi? C'est que des fois, il y a des gens par peur d'investir ou de se lancer dans un projet, dans un business, peu importe, par peur de dire voilà, je risque de perdre mon argent, je ne vais pas le savoir, voilà, mais c'est surtout la peur de perdre l'argent. C'est sûr que tu ne vas pas perdre d'argent, mais tu ne vas surtout pas en gagner. Donc, moi, personnellement, j'ai lancé plusieurs business. Bien sûr, il y a plein de fois, je me suis planté. J'ai perdu pas mal d'argent souvent. Ma foi, c'est pas grave. Je veux dire, c'est que de l'argent, ça se refait, voilà. Mais par contre, j'ai appris énormément de choses par rapport à mes échecs. C'est comme quand tu apprends à marcher quand on était bébé. Bien sûr qu'on est tombé plein de fois. Si on devait se dire, mince, il va plus jamais remarcher, voilà. Donc, un bébé, il va tomber, il va se relever, va continuer jusqu'à savoir marcher. Des fois par peur aussi, on n'ose pas faire le pas dans le business. On se dit, maintenant on essaie une fois, 2 fois, non, mais ça ne marche pas, laisse tomber. Soit on fait autre chose, ou soit on va dire, non, mais le business, c'est pas fait pour moi. Alors que des fois, il faudrait juste persévérer, simplement, recommencer jusqu'à ce qu'on ait du succès, tout simplement. Et puis, c'est comme tout, quoi. C'est comme quand tu commences à courir. Par exemple, au début, c'est difficile et à force d'aller toutes les semaines courir, en fait, tu arrives à faire un marathon à la fin. Tout simplement. Une fois, ça me fait penser aussi que j'avais un de mes collègues qui me disait que le salariat, c'était une garantie contre la pauvreté, mais c'était aussi une garantie contre la richesse. Donc, à méditer. La 7e leçon, c'est ne pas se concentrer sur ses revenus, mais sur ses actifs. Alors, par exemple, les riches vont surtout chercher les moyens, comme on l'a vu avant, d'avoir le maximum d'actifs. Alors que les gens pauvres, ils vont plutôt se concentrer et dire, voilà, d'avoir le maximum de revenus pour pouvoir s'acheter par exemple des voitures ou des produits de luxe. Alors on va figurer un peu, on va prendre un exemple pour que ce soit très parlant. Alors imaginons que je donne une pomme à une personne pauvre et je donne une pomme à une personne riche. Alors si je donne la pomme à une personne pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger toute la pomme, puis une fois qu'elle aura fini de manger la pomme, elle va prendre le trognon de la pomme et elle va le jeter au compost. Alors qu'une personne riche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la pomme, elle va enlever les pépins dedans, elle va
prendre chaque pépin, elle va les planter dans la terre, elle va l'arroser, elle va s'en occuper. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que certaines de ces pépins vont commencer à germer, d'autres vont pourrir, c'est normal. Et celles qui vont germer, l'arbre va pousser. Bien sûr, ça prendra du temps pour que l'arbre pousse et qu'il grandisse, et puis qu'après il y a des bourgeons, etc. Et un jour, viendra que cet arbre-là ou ces arbres-là vont faire des pommes. Et à ce moment-là, les personnes riches vont manger le fruit de ce pommier. Mais en attendant, ils ont laissé créer. Donc voilà, si tu as compris la métaphore, c'est simplement que, au fait, c'est exactement ce qu'ils font avec leur richesse. Et donc ils créent des actifs et ils mangent que le fruit de leur actif et ne mangent pas l'actif lui-même, on va dire, contrairement à des gens pauvres. Donc comme ça, si on reprend l'histoire du pommier, un riche va toujours avoir des revenus. Peu importe, je veux dire, le pommier, même si tu veux lui manger une pomme, il va toujours te générer des autres pommes. C'est un peu ça ce qui se passe aussi, par exemple, avec les gagnants du loto. L'erreur que font beaucoup de gagnants du loto quand ils n'ont pas l'habitude d'avoir une grosse masse d'argent d'un coup, c'est qu'ils vont assouvir toute leur passion, toutes les frustrations qu'ils ont eues toute leur vie. Ils vont dire, voilà, je vais claquer, je vais m'acheter la super, je sais pas, une Ferrari, je vais m'acheter une villa ici, je vais faire des voyages de fou. Alors qu'il faudrait, pour éviter justement de tomber en ruine, ce qu'il faudrait simplement, c'est dire, ok, je gagne, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 millions d'euros. Ces 20 millions d'euros, il faut les placer. Donc, tu crées des actifs dans l'immobilier, dans la bourse, tu crées des business, tu investis dans des startups, peu importe. Et bien sûr, il y en aura certains qui vont pas fonctionner, mais je veux dire, même si 9 sur 10 fonctionnent, vont créer des actifs. Donc, ces 20 millions qui sont placés, tu peux très bien après générer les intérêts dessus et au fait, tu peux vivre que des intérêts que génèrent ces 20 millions, par exemple. Et en faisant ça, jamais le capital, la souche, on va dire, ne va s'épuiser. Vu que tu manges que des intérêts, la souche ne va jamais s'épuiser. Donc, tu pourras léguer cette fortune pendant 50 générations s'il le faut. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Donc, dis-moi en commentaire si tu as déjà lu ce livre Père riche, Père pauvre. Et puis aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Voilà, donc nous on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, c'était Sam. Ciao!